Élu dans Tachereau en 1976, Richard Gay est devenu le 36e président de l'Assemblée nationale. On lui doit une réforme parlementaire pour accroître le rôle du député et la révision des mesures de sécurité après la fusillade à l'Assemblée nationale. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Gay. Bonjour, M. Morin. M. Gay, en 83, en arrivant à la présidence de l'Assemblée nationale, vous avez proposé une réforme parlementaire. Qu'est-ce que vous vouliez améliorer, changer? Bien, quand j'ai été élu président, les députés, en fait, m'ont confié le dossier de la réforme parlementaire. C'était un dossier qui avait connu plusieurs moutures sous plusieurs administrations. Plusieurs députés s'étaient penchés sur la question. Le plus récent, à l'époque, c'était Denis Vaugeois qui avait fait un rapport sur la question. Moi aussi, pendant le premier mandat, avec Richard French. Enfin, bref, on sentait, il y avait une volonté d'améliorer le travail du député. Et là, pour la première fois, on dit au président, bien maintenant, c'est vous qui êtes président, proposez-nous quelque chose. Ça ne venait plus du gouvernement ou de l'opposition, ça venait du président. Essentiellement, la grande réforme, parce qu'on est en système parlementaire britannique, et le gouvernement contrôle, s'il a la majorité à l'Assemblée, bien, il contrôle beaucoup les travaux de l'Assemblée. Et jusqu'alors, les commissions parlementaires ne se réunissaient que sur mandat du leader du gouvernement en Chambre. Alors, le leader du gouvernement disait, telle commission va siéger pour faire telle chose. Soit les crédits, soit étudier un projet de loi, article par article. La commission n'existait pas de manière autonome. La réforme a créé des commissions parlementaires qui existent de manière autonome, indépendamment de la volonté de la Chambre. Et ces commissions ont maintenant un président et un vice-président d'un parti et de l'autre, et elles peuvent se doter de mandats qu'on appelle d'initiative. C'est-à-dire qu'elles peuvent se pencher sur un sujet qu'elles estiment qui devrait être étudié, en plus d'accomplir le travail qui leur est confié par la Chambre, en priorité, bien sûr. Alors, ça, c'était le grand changement. C'est bien sûr que c'est pas révolutionnaire. Ça existe aussi maintenant dans d'autres parlements. Ça ne change pas le rapport de force du député par rapport au gouvernement, au Conseil des ministres. Mais là, on a fait ce qu'on a pu avec le système parlementaire dans lequel on est. En d'autres mots, on a poussé à peu près à la limite le système parlementaire britannique pour introduire des éléments de système américain. Et c'est par le biais des commissions parlementaires qu'on l'a fait. Ça, c'était la grande réforme. Bon. Mais le mandat d'initiative dont vous parlez, les conclusions n'engagent personne non plus, n'engagent pas le gouvernement? Non, mais il est censé y avoir un débat en Chambre sur les conclusions d'une commission qui se dote d'un tel mandat. Mais évidemment, le menu législatif demeure l'apanage du gouvernement. Ce que ça a donné aussi, et ça j'y tenais beaucoup, le règlement que nous avions auparavant, c'était un noble effort qui avait été fait, mais c'était malgré tout de la traduction. Des phrases très longues, un usage abondant du passif, la traduction de l'anglais, est rendue à la 8e ligne. On se demandait, mais quel était le sujet déjà dans l'affaire? Bon. Et j'ai voulu que l'on fasse un nouveau règlement. Et donc, la réforme parlementaire, ça a aussi été le nouveau règlement de l'Assemblée nationale. Et ce nouveau règlement, j'ai voulu qu'il soit en excellent français. On commence par un sujet, un verbe, un complément, un point. On fait une autre phrase, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, pour me faire comprendre, parce que j'avais un petit peu de difficulté, les 10 ou 15 premiers articles, je les ai rédigés moi-même. Et j'ai dit, bon, c'est ça que je veux. Vous comprenez maintenant, là, je les veux comme ça. Je les veux, et là, maintenant, et on va faire un règlement où les choses sont à la place, dans l'ordre où elles doivent être, où on peut s'y retrouver. C'est facile à lire, c'est facile à comprendre. Il y a un linguiste qui est passé
qui a passé ça au peigne fin pour être sûr que sur le plan de la langue française, il était impeccable. Et surtout, on a fait un index à la fin qui fait que, quel que soit le concept sous lequel on pense à une chose, on devrait normalement le retrouver dans l'index et par conséquent trouver la référence dans les règles de procédure de l'Assemblée. Et ça, c'était un travail considérable aussi. Et l'Assemblée, depuis ce temps-là, bien sûr, il y a eu des modifications, il y en a toujours, mais l'Assemblée, depuis ce temps-là, a un règlement qui a tenu le coup. Et un règlement qu'on peut remettre à d'autres en disant voici les règles de procédure de l'Assemblée nationale du Québec. On n'a pas honte du français. Et en plus, ça, quand on le lit, on comprend. Est-ce que votre réforme touchait ou indirectement à la ligne de parti, c'est-à-dire le vote obligatoire selon ce que le caucus a décidé, soit dans l'opposition, soit au gouvernement? J'aurais voulu, ça c'est la chose que je n'ai pas réussi à faire passer dans la réforme parlementaire, j'aurais voulu que dans le règlement, on indique à quel moment le gouvernement engage sa responsabilité. Parce que toute cette histoire de responsabilité ministérielle, c'est une convention. Et c'est marqué nulle part. Si le gouvernement est battu sur son budget, c'est entendu, c'est une convention qu'il démissionne et qu'il y a des élections. Mais c'est marqué nulle part. Ça, c'est une convention constitutionnelle. Moi, j'aurais voulu que dans le règlement, on indique qu'il devrait y avoir un vote à l'issue du débat sur le discours d'ouverture de la session. Après tout, le gouvernement énonce ses orientations. L'Assemblée devrait dire si elle est d'accord ou non avec ces orientations-là. Il n'y en a pas de vote là-dessus à l'heure actuelle, mais je pense qu'il devrait y en avoir un et qui engagerait les responsabilités du gouvernement. Le discours sur le budget, naturellement. Une motion de non-confiance de l'opposition engage, bien sûr, la confiance du gouvernement, ou confiance de la Chambre à l'endroit du gouvernement. Et puis, chaque fois que le gouvernement décide de lui-même de dire, sur ce projet de loi-là, j'engage la confiance de la Chambre, j'engage ma responsabilité à l'endroit de la Chambre, si vous me battez là-dessus, il y a des élections. Évidemment, c'est surtout dans le cas d'un gouvernement minoritaire que cela peut jouer. De sorte que sur tous les autres projets de loi, sur tous les autres votes, ça n'engage plus la responsabilité du gouvernement et par conséquent, les députés pourraient théoriquement voter comme bon leur semble. En pratique, c'est pas ça qui va se produire. En pratique, la ligne de parti va continuer. Pour deux raisons. D'abord, il y avait cette raison-là, mais même si on enlève la raison juridique, on enlève la responsabilité ministérielle. Ou d'abord, si on est membre du Conseil des ministres, on est tenu à la solidarité ministérielle. Donc, si on est contre, on démissionne. Ça, c'est automatique. Mais pour les députés, s'ils n'ont pas été nommés ministres, ils espèrent peut-être l'être un jour, c'est pas en votant contre son propre parti et son propre gouvernement qu'on va s'illustrer et qu'on va gagner des échelons. Hein? Alors, le système fait en sorte que, comme l'ambition normale et ultime d'un député, c'est de devenir ministre, à la rigueur président, mais de devenir ministre, eh bien, si on veut l'être un jour, on a intérêt à faire comme le premier ministre veut qu'on fasse. Parce que si on ne le fait pas, bien, on ne le fera pas. Et donc, le système lui-même crée une pression qui fait en sorte qu'indépendamment de toute considération d'ordre juridique, on ne changera pas la ligne de parti tant et aussi longtemps qu'on aura le système parlementaire que nous avons. Est-ce que c'est paralysant pour le travail d'un député? Bon, c'est sclérosant, c'est pas très intéressant, parce que, comme je dis... Il peut s'exprimer en caucus, mais... Il peut s'exprimer en caucus, mais une fois que cela est fait, bien, il y a toujours la possibilité, il est libre, théoriquement, de s'exprimer en Chambre et de voter contre un projet de loi ministériel. Seulement, il le fait à ses risques et périls pour sa carrière. Et aussi parce que dans le groupe parlementaire, il y a des amitiés, il y a des liens, on est tous membres de la même famille. Alors, il faut une raison majeure pour rompre avec cette famille-là. Est-ce que vous voyez une façon de réduire ou d'atténuer l'influence que l'exécutif peut avoir sur le législatif, plus précisément entre le Conseil des ministres et sa députation? Moi, je pense qu'il faut changer le système. Parce que tant que le système sera celui que nous avons, les ministres seront issus, tant que les ministres sont issus de l'Assemblée, il faut être député pour être ministre, bien forcément, on va avoir le système qu'on a à l'heure actuelle. On peut penser au système américain, où là, le gouvernement ne siège pas du tout et n'est pas responsable aux chambres. C'est des pouvoirs séparés. C'est plus difficile, mais les législateurs, par contre, jouent un rôle réel, indépendant. Le système français, c'est une espèce de système mixte, tantôt présidentiel, tantôt parlementaire, selon que la majorité à l'Assemblée nationale est du même côté que le président ou est du côté de l'opposition.
Ça aussi. Enfin, on peut concevoir d'autres choses aussi. Moi, je pense que l'essentiel, c'est qu'on doit laisser les députés être députés et faire en sorte que les ministres soient ministres. Et laisser au premier ministre, élu au suffrage universel, le soin de choisir ses ministres dans la population, là où il le veut. Ça ne veut pas dire que les ministres ne viennent pas en chambre pour répondre aux questions. Ça peut se faire. Ça se fait en France, d'ailleurs. Les ministres ne sont pas membres de l'Assemblée, mais ils répondent néanmoins aux questions des parlementaires. Donc, ça peut se faire quand même, mais on devrait séparer les deux. À l'heure actuelle, on exerce sur l'Assemblée une ponction beaucoup trop lourde en nommant 25 à 30 ministres sur 125 députés, ce qui fait que du côté ministériel, quand vient le temps d'avoir des commissions parlementaires spécialisées dans les domaines de diverses compétences, éducation, santé, etc., on n'a pas assez de députés ministériels pour jouer ce rôle-là. Si les 125 députés étaient ce qui devrait être des législateurs, des députés, mais pas ministres, hein, là, on aurait des parlementaires qui joueraient un rôle plus actif. J'ajouterais que, quant à moi, on a fait une erreur au Québec en 1968, quand M. Bertrand, qui était à l'époque premier ministre, a aboli le Conseil législatif. Il aurait dû, à mon avis, le transformer. Il aurait pu transformer en une chambre élue sur une base régionale. Enfin, il y a toutes sortes de concepts qui peuvent être envisagés. Mais l'important, c'est d'avoir un système bicaméral. 2 chambres légifèrent mieux qu'une seule chambre. Une seule chambre, surtout dans le système que nous avons, quand le gouvernement se fâche, puis le gouvernement veut que son projet de loi soit adopté, puis qu'il soit adopté la veille, eh bien, il suspend les règles de procédure, puis ça finit là, puis vous passez par là. C'est pas une manifestation intelligente de démocratie. Et s'il y a 2 chambres, ben là, quand il y a une deuxième chambre qui passe en revue ce que la première a fait, généralement, on obtient une meilleure législation. Plus lente. La législation, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire sur le coin de la table à toute vitesse. Le gouvernement a besoin de son projet de loi pour le printemps, bien, il l'aura peut-être à l'automne, mais il n'en mourra pas, puis le Québec non plus. Et ça ferait de meilleures législations, meilleur équilibre démocratique, et des députés et des conseillers législatifs, ou appelons-les comme on voudra, qui joueraient vraiment pleinement le rôle pour lequel ils sont élus. Sous votre règne à la présidence de l'Assemblée, vous avez aussi apporté des changements à l'administration de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous avez il y avait 3 dossiers quand je suis devenu président, puis il y en a un 4e qui s'est ajouté. Il y avait l'administration, la réforme parlementaire et le bâtiment, la transformation, la restauration de l'hôtel du Parlement. Bon. L'administration, c'est que j'étais le premier président à travailler avec ce qui était à l'époque, qu'on appelait la nouvelle loi de l'Assemblée nationale. Elle n'est plus nouvelle aujourd'hui, mais à l'époque, elle l'était. Et cette loi avait pour caractéristique de donner à l'Assemblée sa pleine autonomie administrative. L'Assemblée ne devait plus, comme un ministère, parader devant le Conseil du Trésor pour faire adopter X, Y ou Z. Parce que c'était le monde à l'envers. L'Assemblée est censée contrôler l'activité gouvernementale, et là, vous aviez une partie du gouvernement qui contrôlait les finances de l'Assemblée. Ça ne marche pas. Alors, la nouvelle loi créait un conseil d'administration, le bureau de l'Assemblée nationale, formé du président et de députés ministériels et de députés de l'opposition, dont le pouvoir réglementaire est énorme. On peut faire une exception à toute loi pour les fins de l'Assemblée nationale. C'est considérable. Elle lui accordait son autonomie administrative. En commission parlementaire, lors de l'étude du projet de loi sur l'Assemblée nationale, à l'origine, le gouvernement voulait que le président fasse adopter le budget par le bureau et le transmet au ministre des Finances, qui peut le refuser. Ça, c'était dans le projet de loi initial. Le qui peut le refuser est disparu, sans que le gouvernement s'en aperçoive. Et c'est fait comme ça. Et donc, le président fait adopter le budget par le bureau et le transmet au ministre des Finances. Point. Et sans autre autorisation. Sans autre autorisation, le ministre des Finances ne peut plus refuser. Remarquez que c'est une partie infime du budget de l'État, le budget de l'Assemblée. Mais quand même, sur le coup, là, ça a créé un certain émoi. Mais c'était fait, et puis c'était comme ça. Alors donc, mais en même temps, au Conseil du Trésor, notamment, on nous avait à l'œil. Hein, on disait, les députés, on peut bien voir, hein, ils veulent diriger les affaires eux-mêmes, puis attendez, donnez-leur un peu de corne, vous allez voir ce que ça va donner. Donc, nous avions une obligation de faire en sorte que l'administration de l'Assemblée nationale soit transformée, qu'on fasse les choses comme on fait dans une administration normale, parce qu'auparavant, l'administration de l'Assemblée, c'était un peu comme je te pousse. Là, si on voulait faire adopter quelque chose au bureau,
l'Assemblée, qu'on fasse un mémoire, comme on fait au Conseil des ministres, qu'on apprenne à faire des mémoires, à expliquer pourquoi, comment, les impacts budgétaires, d'où va venir l'argent. Et au bureau, j'avais engagé un actuaire qui était rattaché au bureau uniquement et qui, lui, avait pour fonction d'étudier les mémoires qui venaient de l'administration et de porter un jugement et pour éclairer les membres du bureau sur est-ce que c'est une bonne idée, c'est pas une mauvaise idée, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait, est-ce qu'on devrait le faire comme ça ou pas le faire comme ça. Donc, il y avait des balises. Et il y avait des balises. Et donc, c'était la modernisation. D'autant plus, il fallait d'autant plus la moderniser que là, l'Assemblée héritait de pouvoirs administratifs qu'elle n'avait pas auparavant, en particulier sur les bâtiments. Auparavant, c'était le ministère des Travaux publics qui gérait le bâtiment, le Parlement. Ça avait l'air un peu d'une gare d'autobus. Puis c'était vers hôpital, et puis c'était du contreplaqué, puis de la cuir. Ça avait été... Alors, pourtant, c'est un bel édifice. Et j'ai voulu que cet édifice-là reprenne sa splendeur d'antan. Et on a élargi le hall d'entrée, enlevé les ajouts qui avaient été... C'est des ajouts qui avaient été placés. En les enlevant, le hall d'entrée a pris sa largeur d'origine, transformé les deux salles de commission, qui étaient lamentables, la 81 et la 91, en particulier la 91, c'était inconfortable. C'est ça. Et là, maintenant, c'est les salles La Fontaine et Papineau, mais qui sont modernes, bien équipées, bien dotées. Bon. Le plafond de l'Assemblée nationale, la salle de l'Assemblée nationale menaçait de tomber. Alors, il a fallu monter un échafaudage et alors vous avez les gens de la construction qui faisaient le plan et la restauration du plafond pour qu'il arrête de tomber, pour le consolider. Et en même temps, vous avez la fresque de Charles Luot au sommet de l'Assemblée, au plafond de l'Assemblée. Et vous aviez donc les gens du Centre de conservation du ministère de la Culture avec leurs seringues qui restauraient minutieusement et délicatement l'œuvre de Charles Luot. Le contraste était assez frappant et assez amusant. Il fallait... l'architecte du Parlement Taché avait conçu cet édifice-ci comme un panthéon, le panthéon de la nation. Et c'est pour ça qu'à l'extérieur, vous avez des statues, souvent par des sculpteurs célèbres. Plus haut, quand on regarde la façade, il y a des noms d'abord de personnages historiques, des écussons, c'est des armoiries. Tout ça avait sa raison d'être. Si vous regardez la façade de l'Hôtel du Parlement, vous avez là un condensé de l'histoire du Québec jusqu'à la Confédération. Mais c'était pas mis en valeur nulle part. Alors j'ai fait en sorte que l'on ait des panneaux explicatifs sur la pelouse, de sorte que les visiteurs qui voulaient savoir quelle est cette statue, qui c'est le personnage, il y avait une courte biographie, qui est le sculpteur, pourquoi on mentionne un tel plus haut, quelles sont ces armoiries que l'on voit plus haut. Et donc ça devenait un cours d'histoire, comme l'architecte l'avait voulu. Mais ce qu'on a réussi à faire, c'est transformer des choses qui étaient magnifiques et qui étaient cachées. Un jour, je montais l'escalier qui mène aux parlementaires et c'était du tapis mur à mur, du tapis industriel. Alors je demande à quelqu'un, je dis, pouvez-vous soulever le coin du tapis, qu'on regarde un peu ce qu'il y a en dessous de ça? Et il y avait en dessous la plus belle marqueterie que vous puissiez imaginer. Aujourd'hui, on la voit, elle est mise en valeur. À l'époque, elle n'était pas. On a fait blondir les boiseries qui étaient sombres, foncées. Alors, on les a fait décaper, et les a fait en bois plus naturel, sans en changer la nature. Mais ça a mis en valeur, soudainement, des choses qu'on ne voyait plus. Dans le grand escalier, il y avait des vieilles tentures qui devaient être là depuis le début de la construction de l'Hôtel du Parlement. Je les ai fait enlever et j'ai fait mettre un vitrail qui était dans l'escalier dit du lieutenant-gouverneur, mais où personne ne le voyait, qui était Champlain quittant Honfleur. Et donc là, aujourd'hui, il est mis en valeur et on peut le voir facilement. Quand on entre aux parlementaires, il y a des vitraux dans la passerelle. Bon. On ne les voyait pas. Parce que les travaux publics avaient mis du contreplaqué par-dessus à cause de l'hiver, de la neige. Mais si vous allez m'enlever ça, vous allez mettre du plexiglas, ça va faire le même effet. Vous allez protéger de la neige, mais du jour au lendemain, le soleil a passé à travers ces vitraux-là. C'était une splendeur. Et ils sont encore aujourd'hui bien mis en valeur. Le rez-de-chaussée, la galerie des présidents. Bon, alors les présidents ont des toiles. Pour le meilleur ou pour le pire, pas toujours pour le meilleur, mais dans certains cas, ce sont quand même de grands peintres qui ont fait les toiles des présidents. Alors j'ai voulu que l'on mette non seulement la biographie du président. Les présidents, ce sont des gens qui ne sont pas très connus. Alors, ils ne font pas l'histoire, en règle générale. La biographie du président, mais aussi la biographie du peintre.
Parce que le peintre, dans bien des cas, est pas mal plus connu que le personnage qu'il présente. Et à ça, comme on avait beaucoup de portes qui menaient à ces salles de commission, là, il y en avait vraiment trop ce qu'on fait avec ces portes-là. Alors, je les ai fait boucher, j'ai fait les présentoirs dans la galerie des présidents qui permettent de présenter des choses sur le parlementarisme, des expositions qui changent régulièrement. Et ça rend l'édifice plus accueillant. Ah ben aujourd'hui, on a un Parlement dont on peut être fier. Un Parlement qui est beau, un Parlement qui, je pense, ressemble à l'idée que l'architecte s'en est faite, même si on a transformé des choses, modernisé des choses. C'est un bel édifice. Et tout ce que j'espère, c'est qu'on va le garder comme ça et qu'on ne retombera pas dans des travers d'antan, à mettre n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Durant votre carrière à la présidence de l'Assemblée nationale, la période que vous avez occupée, il est arrivé un événement tragique, on s'en souvient tous, le 8 mai 84, la fusillade. Oui. Racontez-nous votre journée. Oh, ben, c'était une journée où j'étais à mon bureau, alors j'étais là. Et puis, moi, j'ai entendu une fusillade. C'était l'ortie qui avait, en fait, fini. C'était la conclusion de sa pétarade, je ne sais plus qu'une pétarade. Il était sorti derrière le fauteuil du président de l'Assemblée, puis il était dans le couloir derrière, vous savez, ces longs couloirs de l'hôtel du Parlement, puis il avait fait tirer une rafale vers l'autre bout, et c'est caverneux. Alors le son avait été amplifié. Bon. Puis après ça, il était rentré, il s'était assis sur le fauteuil du président, et sur les entrefaits, René Jalbert, le sergent d'armes, est entré, et au péril de sa vie, il a amené l'ortie assurante. Bon, ben pendant ce temps-là, au début, on cherchait un peu. Bon, je suis allé voir à la télévision des débats. Non, d'abord, je suis allé voir, c'est pas vrai. Je suis allé voir en haut complètement, par la porte de la tribune des visiteurs. Qu'est-ce qui se passait? Bon, je voyais bien que l'ortie était là, mais en même temps, ça l'énervait quand il voyait des choses bouger, donc il valait mieux ne pas insister. Et je suis allé ensuite à la télévision des débats où on le voyait en direct parce que la caméra continuait à être allumée sur lui, jusqu'à ce qu'il tire une rafale vers l'horloge. Et là, sur des entrefaits, l'escouade tactique, la SQ est arrivée, et ils l'ont eu en joue immédiatement, de sorte qu'il sortait en se rendant où il est abattu. C'était aussi simple que ça. Son entrée au Parlement jusqu'à ce qu'il se soit sur le fauteuil du président, ça a duré à peu près 3 minutes. Ça fait 3 morts aussi. À l'entrée de l'hôtel du Parlement sur le côté, puis dans la salle de l'Assemblée nationale, un fonctionnaire du directeur général des élections, parce qu'à compter de 10 heures, le directeur général des élections devait venir défendre ses crédits devant la commission parlementaire, mais qui siégeait dans l'Assemblée ce jour-là, parce que j'avais l'obligation, comme président, de la télédiffuser. Bon. C'était ma journée. J'ai attendu, comme tout le monde, j'attendais que tout ça se règle. Et, bon. Moi, une des choses qui m'a frappé dans cette affaire de fusillade, bien plus tard, j'ai remarqué qu'en 2010, il y a eu cette histoire à la base militaire de Trenton, en Ontario, le colonel commandant de Williams, qui était accusé de meurtre sordide, une affaire épouvantable. Et l'armée s'est dissociée très rapidement. Hein, ça n'a pas perdu de temps de ce type-là. Évidemment, le caporal Lortie, c'était pas le colonel Williams. C'était néanmoins un sous-officier de l'armée canadienne qui a quitté cette base militaire pour se rendre ici, armé d'un fusil mitrailleur de l'armée et avec des munitions. On n'a jamais entendu un mot de l'armée, ni à l'époque, ni depuis ce temps-là. C'est quand même curieux que quelqu'un puisse partir d'une base militaire armé d'un fusil mitrailleur, d'une part, prendre un fusil mitrailleur. D'autre part, des munitions, ça ne va pas de pair là, dans une base militaire. C'est pas parce que vous avez vu le fusil que les munitions sont à côté. Normalement, il faut signer, contresigner, à ma connaissance, pour ça. C'est pas n'importe qui peut partir de même avec un fusil mitrailleur puis des munitions. On n'a jamais entendu parler de quoi que ce soit. J'imagine que l'armée a quand même dû faire une enquête interne. Comment ça se fait que c'est produit, ça? Comment ça se fait que ce type-là peut partir comme ça? On n'en a jamais entendu parler. S'il y a eu une enquête, on ne connaît pas les conclusions. Le silence de l'armée est très lourd. Et ça m'intrigue.
Je ne dis pas qu'il y a quoi que ce soit de croche ou de pas correct, là, mais il me semble que ça aurait été intéressant de les entendre, mais il n'y a même jamais eu le moindre expression de sympathie à l'endroit de l'Assemblée nationale et des victimes de la part de l'armée canadienne. Ça aurait été de mise. Ça a eu comme conséquence de resserrer les règles de sécurité beaucoup. Alors, quelles principales modifications vous avez apportées? On a passé tout l'été dans la sécurité. On a fait faire des rapports par des firmes indépendantes, des rapports par la SQ, parce que je ne voulais pas être tributaire uniquement du rapport de la SQ. Je voulais également avoir un rapport d'une autre firme de manière à pouvoir porter un jugement sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et donc, ça, c'est le quatrième dossier qui est venu s'ajouter. Lui, il n'était pas prévu à la réforme parlementaire, la réforme de transformation du bâtiment et la réforme administrative. Il fallait protéger la salle de l'Assemblée nationale. Mais le bâtiment n'a pas été fait pour ça. On n'est pas à la Knesset à Jérusalem, là, vous savez. Alors, c'est par cercle concentrique, mais le premier cercle concentrique que vous avez lorsque vous quittez la salle de l'Assemblée nationale, c'est les murs du bâtiment. Et après ça, ce sont les pelouses. Bon. Alors, on a réussi à mettre des mesures du type de celles qu'on a dans un aéroport, par exemple. Il y avait toutes sortes de portes qui étaient ouvertes à l'hôtel du Parlement. Il n'y en a maintenant que 2. Et pour le public, il n'y en a qu'une. Et il faut faire monter patte blanche et passer à travers des détecteurs de métal et ainsi de suite. Bon. Maintenant, et puis la sécurité elle-même a été prise en charge par la SQ, de sorte qu'on a un professionnel qui s'occupe de ça. Donc, beaucoup de mesures ont été mises en place. Pas toutes. À l'intérieur du Parlement. À l'intérieur du Parlement. Mais il y en avait d'autres qui étaient proposées, qui ne l'ont pas été. Comme? Une en particulier à laquelle je songe, on nous disait, si on pouvait contrôler les accès aux pelouses de l'hôtel du Parlement, on pourrait mieux contrôler qui rentre et qui se dirige vers l'édifice, le troisième cercle concentrique, si vous voulez. Donc, on parlait de clôture ornementale, je ne sais pas, d'un barbelé, là. Mais simplement pour que les accès aux pelouses se fassent à des endroits bien précis, alors qu'à l'heure actuelle, n'importe qui peut accéder aux pelouses de l'hôtel du Parlement n'importe où. Et donc, il n'y a pas moyen de contrôler les accès aux pelouses parce que c'est toute la pelouse qui est ouverte. Bon, ça pourrait se faire de manière... On pourrait diriger vers des entrées bien précises. Ça se fait à Ottawa. Alors, c'est pas la fin du monde. Mm-hmm. Et on aurait pu le faire. On a dit de ne pas le faire. Bon, mais écoutez, moi... J'ai implanté tout ce que j'ai pu implanter comme mesure de sécurité jusqu'à la fin de mon mandat, mais mon mandat s'est terminé en décembre 85. Après ça, ce que les autres ont fait, j'étais pas là et je ne peux pas répondre pour eux. Donc, mais effectivement, et puis le problème qu'on avait aussi, c'est que les députés, le lendemain de la fusillade, réclamaient à corps et à cri d'être protégés. Mais 2 semaines après, là, un instant, c'est agaçant, ces affaires-là. Et puis on les gênait dans leur mouvement. Et, le député de Saint-Louis, Harry Blank, avait eu une remarque humoristique. Un soir, on avait une réception, je ne sais plus pourquoi, puis sa femme était invitée. Puis pour ce genre de réception-là, on ouvre la porte principale et on contrôle les accès, c'est sur invitation. Et alors, en chambre, il dit « Ma femme a un grand privilège que je n'ai pas. Elle peut entrer par la porte d'entrée principale de l'hôtel du Parlement, qui autrement est fermée au public et on n'y a pas accès. » Mais non, c'est la conséquence. Personne n'aurait prévu que l'Assemblée nationale, à Québec, pourrait être victime d'un tel attentat. Mais ça s'est fait. Et comme toute mesure de sécurité qui est prise, que ce soit ici ou ailleurs, on prend toujours une mesure de sécurité en ayant à l'esprit ce qui s'est produit. Est-ce qu'on réussit à contrer ce qui pourrait se produire? En espérant évidemment que ça ne produise pas d'autres. Mais s'il s'en produisait d'autres, ce ne serait pas la copie conforme de ce qui s'est fait. Alors, les mesures de sécurité sont toujours en réaction à quelque chose d'antérieur. Et finalement, le danger avec les mesures de sécurité, c'est qu'on enquiquine des personnes dont on n'a pas à se méfier. Mais il n'est pas du tout certain que des mesures de sécurité, même dans les aéroports, il n'est pas du tout certain qu'on va réussir à déjouer le type qui, lui, a pensé à une autre manière de faire, de faire du terrorisme. Merci, M. Gay. On continue la semaine prochaine. Très bien.